Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Alcima dédié aux professionnels de l'impression 3D. Grâce à des interviews d'industriels exploitant l'impression 3D au quotidien, vous retrouverez des témoignages et des retours d'expérience sur les avantages de la technologie. On se posera également la question de savoir comment les industries anticipent cette nouvelle révolution qu'est l'industrie 4.0. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de notre nouvel invité. Bonjour Benoît, merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce podcast. Je vais commencer par une première question et je vais te demander de te présenter à nos auditeurs. Donc bonjour, merci pour l'invitation surtout. Donc je suis Benoît Monnier, je suis responsable de produits sur la partie des produits de filtration et électricité dans la société Aqualux, qui se situe à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Donc nous sommes spécialisés dans la fabrication et la distribution de matériel de piscine, donc à destination essentiellement des constructeurs de piscines, donc pisciniers, piscinistes, ça dépend, on entend les deux termes. Ok, donc du coup cette année 2020, je suppose, a été intéressante pour vous dans votre secteur d'activité ? Oui, très intéressante. Donc là, alors est-ce que c'est difficile de dire ça, grâce à la crise sanitaire, on ne sait pas, ou plutôt aux mesures gouvernementales avec les confinements, mais il semblerait qu'il y ait des envies de piscine, ce qui fait que le marché a été attiré très fort et avec des croissances assez intéressantes. Donc oui, on a fait une bonne année malgré cette crise, et a priori c'est pas terminé. L'année 2021 part sur les mêmes. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, parler un peu plus d'impression 3D. Comment es-tu venu à utiliser l'imprimante 3D chez Aqualux ? Alors chez Aqualux, c'est plutôt une volonté à la base de la direction qui avait l'envie d'intégrer un petit Fab Lab, si on peut appeler ça comme ça, avec différents outils qui nous permettent aussi bien de faire du prototypage que éventuellement arriver jusqu'à des petites séries de pièces selon les besoins qu'on pourra avoir au fil du temps. Donc l'organisation d'Aqualux fait que je suis dans ce qu'on appelle un pôle de compétences, service projet, mais d'un pôle de compétences, et donc c'est le pôle de compétences qui a récupéré ce bébé-là, et donc j'ai récupéré l'impression 3D là-dedans, et voilà comment j'y suis arrivé. Ok, et du coup, tu es le seul utilisateur, c'est un travail à plein temps, l'impression 3D, ou c'est en plus ? Non, travail à plein temps. Alors après, il peut y avoir des demandes d'autres services, aussi bien le service des process, qui gère les process de fabrication, etc. Alors après, c'est dans l'usage, effectivement, c'est moi qui l'utilise le plus souvent, donc souvent il me donne les pièces, les fichiers 3D, et puis je me charge de lancer les impressions, des choses comme ça. Mais je vais pas forcément m'occuper de la partie design de la pièce. Je vais le faire quand c'est des besoins qui sont pour moi, dans le cadre de mon activité, mais quand c'est pour d'autres personnes de la société, c'est plutôt eux qui vont faire le design, me donner le fichier 3D, et puis en fonction de ce qu'ils veulent, de l'utilité de la pièce, on verra quel réglage on fait pour les questions de tenue à l'effort ou de choses comme ça, de tenue mécanique. Et puis voilà, et puis on lance l'impression, et puis ils essayent, et si ça leur convient, c'est bon, on a fait tout bon du premier coup, et puis sinon on y revient, quoi. Voilà. Ouais, et toi aussi tu as pu voir effectivement, une fois que l'imprimante 3D était arrivée chez toi, tu as pu voir cette émulsion autour de toi avec tes collègues, avec tes collaborateurs dans les autres secteurs, à la partie prod, à la partie peut-être marketing ou des choses comme ça. Il y a eu un peu une émulsion avec l'imprimante 3D ? Quand on avait fait, alors il y a eu une émulsion, oui, un petit peu. Alors ça n'a pas été non plus, tout le monde n'a pas sauté au plafond, parce que après disons que c'est plutôt venu après coup, quoi. Enfin pas après coup, mais au fil du temps. C'est d'un coup se disent, mais tiens, en voyant quelque chose qu'on avait fait, ça donne des idées pour d'autres choses à d'autres personnes. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et quand on a acquis la machine, on avait pris une prestation de formation théorique
c'est basique, mais qui permet de se lancer, quoi, d'éviter les erreurs basiques. Donc là, pour le coup, on était 4 à y participer. Et ça t'a apporté un plus? Bien sûr, parce que, alors moi, déjà, de formation, je suis pas un mécano, je suis un électricien, un électrotechnicien, on va dire. Donc j'ai des bases de méca, mais c'est plutôt lointain et c'est pas ma spécialité. Je m'y suis remis bien volontiers parce que c'est intéressant, mais oui, ça m'a apporté parce que du coup je me suis remis dans ce domaine-là un petit peu aussi, quoi. Et puis j'aime bien travailler sur des machines, voir des machines faire. J'ai jamais fait, j'ai fait l'électrotech, mais au final j'aurais fait productique, comme ça s'appelait à l'époque. Je me serais régalé aussi avec des tours, des fraiseuses, ça m'aurait plu, quoi. Donc donc la machine 3D me permet un peu de de venir vers ça. Ça fait un outil supplémentaire, voilà, à disposition, très clairement. Fait, ouais. D'accord, bah en parlant un petit peu là justement, je voulais rebondir moi sur le Fab Lab et savoir un petit peu quel matériel, quelle typologie de technologie tu utilises. Qu'est-ce que tu as dans ton Fab Lab à disposition comme outil? Alors nous, essentiellement, on a donc l'imprimante 3D et donc on a que cette technologie-là d'impression 3D. On est resté sur le en FDM. En FDM, tout à fait. En matériaux, on travaille quand même essentiellement le PETG parce que il s'avère qu'il tient bien dans l'eau, qu'il résiste aux produits chimiques qu'on utilise en piscine et en plus il est assez facile à imprimer. Donc voilà, il répond un peu à toutes nos attentes. Dans l'idéal, le top ça aurait été l'ABS. Mais l'ABS c'est trop. Enfin, j'ai essayé, mais c'est quand même très compliqué à imprimer. Il y a beaucoup de warping, etc. Mais ça aurait été le top parce que nos pièces sont en ABS et que nos pièces à sceller qu'on installe dans les piscines. Donc pièces à sceller, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout ce qui est skimmer, bus de refoulement, tout ce qu'on trouve pour la circulation de l'eau dans une piscine qui est intégré dans les murs ou le fond de la piscine. Et donc tout ça c'est de l'ABS et c'est vrai que l'avantage, si on avait pu faire des pièces 3D en ABS facilement, c'était pour le collage, pour la liaison avec ces pièces-là, parce que nous, c'est collé avec des solvants, et ça permet de coller facilement, que là, avec le PETG, on n'y arrive pas. Ça t'es obligé de changer de colle, de changer de produit du coup, on n'est pas allé vraiment là-dedans, parce qu'il y a des pièces qu'on aurait pu travailler, imprimer directement, et le fait de ne pas pouvoir les coller de manière facile, fiable, parce que souvent c'est lié à une étanchéité aussi, donc on peut pas se permettre juste de mettre un peu de colle, je ne vais pas nommer de marque, donc cyanolite, je sais plus comment on dit, une colle qui permettait de suspendre les messieurs au plafond à l'époque. Voilà, donc on peut pas se permettre d'utiliser ça dans une piscine puisque il faut pas que au bout de 3 ans il y ait une fuite. Donc c'est un peu ce point-là qui nous manque, c'est l'ABS. Mais bon, à part ça, après, dès que c'est des assemblages, si c'est vissé, si c'est des choses comme ça, là oui on peut, c'est pas un problème. Parce que là on peut faire des étanchéités autrement, mais c'est vrai qu'à partir de quand c'était du collage, on bloque un peu sur ce point là. Ouais, c'est vrai que l'ABS c'est pas forcément la matière la plus simple à imprimer. De la toute petite pièce, vraiment toute petite, ça peut le faire, mais il faut vraiment que ce soit petit. Mais dès qu'on essaye une surface, une pièce alors qui est pas forcément très haute, mais qui est plutôt un peu large et plate, là c'est pas la peine. Ouais, ce qui va être vraiment important pour aller chercher les ABS, les nylons ou les matériaux comme ça un petit peu haute température, ça va vraiment être d'avoir des chambres thermorégulées pour avoir beaucoup moins de contraintes au niveau de l'ABS, et c'est vrai que c'est important. Dans notre machine, bon, même si c'est une enceinte fermée, elle est quand même pas thermorégulée. Oui, non, il faut bien un chauffage à l'intérieur, effectivement, et pas juste avoir une enceinte fermée, ça va pas être suffisant. Oui, et pour finir donc la question, puisque c'était pas uniquement de parler de la 3D, on utilise aussi, alors on a une petite thermoformeuse de bureau là, qui permettrait éventuellement de répéter des pièces, ou du moins de faire, par exemple, vous pourrez avoir un gabarit fait à l'impression 3D, puis décliner la pièce après par thermoformage sur la thermoformeuse.
Donc ça, et on a, alors là c'est plus vieux parce qu'on l'avait déjà dans l'entreprise, mais une ancienne machine d'usinage, d'usinage 3D, qui est la Charlie Robot. Donc qui nous dépanne bien sur plein de choses aussi, quoi. Donc c'est voilà, c'est à peu près ce qu'on a. Et aussi oui, on est aussi équipé d'une imprimante technologie latex, donc qui permet d'imprimer sur des grands. C'est une imprimante grand format qui nous permet d'imprimer notamment des adhésifs. On imprime régulièrement sur des films coulés qui sont des films conformables. C'est ce qui est utilisé pour faire du covering sur les véhicules. Là, quand on voit un peu des véhicules avec des pubs dessus imprimés, ou des véhicules où la couleur est changée là, pour passer à des couleurs mates, etc. Par ce système d'adhésif. Et il s'avère que ça colle plutôt très bien sur le PETG et que ça tient sous l'eau. Donc c'est vrai qu'on a fait des petits essais où on a essayé de faire ça n'a pas forcément... C'était pour des clients, ça n'a pas eu de débouchés commerciaux au final parce que il n'a pas trouvé ses clients, on va dire, mais on avait pu, à partir d'impression 3D, créer des pièces de couleurs différentes assorties au revêtement des piscines pour un client. Ah, c'est intéressant ce mélange justement des différentes technologies, mélanger impression 3D, thermoformage, usinage, parce que derrière on peut, je sais pas si c'est ton cas, mais on peut éventuellement reprendre également les pièces en usinage, en plastique. Il faut juste pas dépasser la température de transition vitreuse, mais c'est tout à fait possible. Et puis effectivement avec cette imprimante latex pour venir post-traiter, si je comprends bien derrière, qui va te permettre de venir faire une finition sur tes pièces en PETG. Là effectivement le fab semble intéressant parce qu'il va t'offrir pas mal d'opportunités différentes avec tous ces outils. Je voulais avancer un petit peu et parler avec toi peut-être d'un exemple, d'un cas d'usage sur lequel tu serais le plus fier, où tu as pu avoir des difficultés que tu as pu surpasser. Difficultés, oui. Alors j'ai un cas d'usage, c'est-à-dire c'est... alors on avait un besoin justement sur notre gamme de pièces à sceller où il fallait qu'on les adapte pour le marché allemand et suisse, qui ont des demandes un peu plus... si on peut dire luxueuse. et donc il fallait qu'on reperce nos pièces à des emplacements spécifiques. Et donc on a pu, grâce à l'imprimante 3D, en fait, on a pu rapidement basculer et lancer la production de ces pièces-là, puisqu'on a pu rapidement créer des gabarits de perçage adaptés aux pièces, etc. Et en l'occurrence, sur ce cas-là, c'est vrai que j'ai eu... la difficulté que j'ai eu à surmonter, c'est qu'on avait besoin de gabarits parfois plus grands que le plateau d'impression. Donc j'ai été obligé de jouer sur des assemblages avec des cotes des jeux de tolérance pour pouvoir emboîter sans avoir trop de liberté, pour pouvoir les coincer, etc. Donc ça a été un jeu sympa de créer ce gros puzzle. Ouais, c'est vrai que ça te force à réfléchir à l'imprimante 3D, anticiper ça dans ton design des dessins pour après venir le fabriquer et pouvoir venir mettre en place et l'assembler de manière efficace derrière. Tout à fait, donc l'assemblage, oui, il faut anticiper ça, il faut aussi anticiper la forme de la pièce pour qu'elle soit imprimable, parce que même si ça nous laisse pleine liberté, il y a des choses qui font que la gravité fait qu'on ne peut pas faire certaines choses non plus, ou du moins avec des supports, mais ça dépend où c'est. Quand on veut faire quelque chose qui est tubulaire, avec un changement de direction, il faut vraiment bien calculer la pièce. Donc on l'a fait, on a imprimé des pièces pour une machine. Alors on a une ligne de production qui est en Savoie d'ailleurs, de galets de chlore par exemple, et on avait besoin sur cette machine d'injecter une poudre qui permet de démouler facilement les galets une fois qu'ils ont été compactés. Et la buse d'injection, on l'a faite en impression 3D. C'est un tube coudé, donc on a dû imprimer qui est bouché
aux deux extrémités en fait. Il a des trous juste latéraux, donc ce qui veut dire qu'elle a été imprimée en 3D mais sans support à l'intérieur de façon à pouvoir ne pas être bouché quoi. Donc ouais, ça demande un peu de réflexion sur la manière dont on construit la pièce et c'est là aussi où on doit penser différemment de l'injection et voilà. Ouais, clairement, le design va être vraiment primordial en impression 3D. Moi, je voulais revenir un petit peu. Donc, avant que tu aies des imprimantes 3D et tout ce Fab Lab à ta disposition, est-ce que tu peux me donner quelques indications sur ce que tu as apporté l'impression 3D par rapport aux méthodes traditionnelles que tu utilisais avant l'imprimante 3D? Alors en l'occurrence, c'était pas moi qui les utilisais parce que j'étais pas encore dans la société à ce moment-là, mais par exemple quand toute la gamme de pièces à sceller avait été développée, alors ça date un peu maintenant, c'était au début des années 2000, donc ça avait presque 20 ans. Tous les prototypes avaient été faits pour valider avant de la création des moules, parce que là on parle d'investissement en centaines de milliers d'euros quand on fait... faut savoir par exemple notre gamme de pièces à sceller, en tout ça représente une 50aine de moules d'injection pour faire toutes les pièces. Sur une skimmer c'est composé par exemple de ça doit être 7 ou 8 pièces différentes. Donc à chaque pièce un moule, donc c'est assez, ça fait vite des investissements conséquents. Et donc c'est vrai qu'on va pas s'amuser à usiner un moule sans avoir vu des protos avant, donc c'était fait avec du frittage de poudre, de ce que m'avaient expliqué les collègues. Donc c'est vrai que maintenant on est capable avec l'impression 3D, dans une certaine limite de dimension évidemment, du moins par rapport au matériel qu'on a, puisqu'après il y a du matériel sur le marché qui permet de faire des impressions, de grosses impressions sur des gros volumes. Mais nous, oui, on gagne cette étape-là, et le coût de cette étape et le temps passé à cette étape-là. Ouais, qui est très important, d'autant plus si dans une gamme pour un produit, tu as 50 moules différents à produire. Effectivement, il vaut mieux éviter nombre d'allers-retours pour la mise en place des moules, c'est certain. Nombre d'allers-retours, donc et puis oui, c'est le temps quoi. C'est en plus de l'investissement, parce que effectivement le coût d'une impression 3D est relativement modéré. C'est pas ce qui va coûter cher quand on peut le faire en interne évidemment. Après c'est le temps quoi, le fait d'avoir la machine aussi à disposition, voilà, on lance ça, pendant que ça tourne on fait autre chose, et puis on n'est pas dépendant du planning d'un partenaire ou d'un sous-traitant pour avoir nos pièces. Une grosse réactivité également quand tu lances un projet, quand tu lances une idée. Et la réactivité, ouais, c'est vraiment ce qui... moi c'est ça, la réactivité, la souplesse. C'est vraiment ce que je retiens de l'impression 3D, quoi. C'est la possibilité de faire les choses rapidement, facilement. Ça rejoint vraiment les gestions de projets type agile, etc. où l'idée c'est de faire des sprints relativement courts, mais à chaque fois avec un livrable qu'on peut remettre en cause au sprint d'après. Mais voilà, l'idée c'est vraiment je fais un premier jet, hop, voilà, on le regarde, on le touche. L'avantage c'est ça, c'est qu'on a un truc entre les mains, on peut le toucher, on peut voir, on le manipule, c'est bien, il y a ça qui va pas, hop, allez, sprint numéro 2, on améliore en fonction de ça, et ça nous permet d'arriver à des pièces relativement rapidement et facilement, à des pièces finalisées, et ça c'est, je dirais pas que ça a pas de prix parce que c'est le prix d'une imprimante, mais voilà, c'est beaucoup plus souple et rapide. Ouais, ok, très très intéressant. Moi je me posais un petit peu la question également au niveau de ta vision de l'impression 3D dans ton entreprise. Quels vont être les prochains défis, les prochains challenges que tu vas essayer d'aller atteindre avec la technologie? On a dans un coin de la tête quand même d'être capable de faire des petites séries de pièces à commercialiser. Donc après,
on n'a pas encore forcément la pièce en main, on ne sait pas encore forcément sur laquelle, mais vraiment si un jour ça serait quitte à renforcer le parc, à avoir peut-être plusieurs machines, mais effectivement là où on paierait un moule d'injection peut-être 20 ou 30 000 euros, ça nous laisse la place d'acheter plusieurs machines. Et ces machines pourront servir à d'autres pièces. Qu'un moule, il sert qu'à la pièce pour laquelle il a été fait. Donc voilà, donc après il y a un moment où il faut qu'on arrive à passer le cap, ce que je disais tout à l'heure au niveau des matériaux, qu'on arrive à intégrer ça dans la piscine, mais on a dans l'idée, oui, de quand même arriver à quelque chose, de pouvoir faire de la série en 3D, en impression 3D. Ouais, ça, c'est un bel objectif, l'industrialisation. Il y a pas mal de choses à mettre en place. Il y a beaucoup d'entreprises qui regardent ça. Et effectivement, il y a un vrai challenge autour de ça à mettre en place. Ouais. On a un service méthode et process, ils se régaleront une fois qu'on leur aura tout mis entre les mains. Mais oui, non, c'est sûr que c'est pas un objectif qui sera réalisé demain, mais à moyen terme, oui, ça serait bien. Parce qu'après, ça nous apportera encore plus de souplesse sur tout ce qu'on fait à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'allais en revenir, moi, justement, sur la dernière question, sur les gains concrets de l'utilisation de l'imprimante 3D. Ce que j'ai pu retenir de notre échange, c'était principalement, effectivement, la souplesse et la réactivité que tu vas pouvoir avoir. J'ai entendu aussi la partie prototypage qui va te faire gagner beaucoup de temps, et également qui va te permettre de valider tes moules de manière simple et rapide, donc à moindre frais. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles l'imprimante 3D a été vraiment un outil de rupture? Là, comme ça, ouais, c'est les points essentiels. C'est les principaux points. Oui, c'est déjà bien. C'est vraiment. Ce qui est déjà bien. Hein. Ce qui est déjà très bien. Non, elle est pas restée. On l'a pas achetée pour la poser sur l'étagère et ne plus en servir. Non, elle sert très régulièrement. Là, ça fait. Là, en ce moment, ça fait presque une semaine qu'elle tourne en non-stop la journée. Et ça fait combien de temps que tu es équipé avec la machine FDM? J'ai toujours un doute, mais on l'a eu en 2018, normalement, je sais plus. Okay, fin 2018, début 2019, quelque chose comme ça, ouais, ça fait 2-3 ans. 3 ans. Et là, du coup, l'imprimante a vraiment pris sa place chez Aqualux, au sein du process de chez Aqualux. Elle est parce que tournable. Oui, dès qu'il y a un besoin, là typiquement on est en train d'automatiser une ligne de conditionnement des produits pour gérer le pH. C'est des produits en poudre, on est en train de l'automatiser, donc avec un cobot, là, le bras, le robot bras là, qui va prendre des seaux, les déplacer, etc. Et on fait des pièces. Ceux qui s'en occupent ont bien compris qu'on avait une imprimante 3D et viennent me solliciter très régulièrement avec un fichier 3D pour fabriquer la pièce dont ils ont besoin pour la ligne de prod, etc. Donc on en est même là, c'est-à-dire que sur des lignes de prod, on va l'utiliser comme un vrai outil pour construire la ligne de prod. On n'est même pas là sur ces cas-là, on n'est même pas sur du prototype, c'est-à-dire que la pièce elle est imprimée, mais dans un but de production et comme une pièce définitive, qui fera partie de la ligne de production. Pièce fonctionnelle, tout à fait. C'est un des points là en ce moment, c'est presque sur ça qu'elle tourne le plus, ouais, sur de la pièce fonctionnelle. Pas beaucoup d'exemplaires, mais d'une pièce fonctionnelle pour une ligne de prod, aussi bien celle-là qui sera sur Céramis, la ligne de prod, que la ligne de production qu'on a en Savoie sur le pastillage et sur les pastillages de chlore, voilà. Donc ça sert à ces choses-là. Et pour tout ça, c'est vrai que là aussi le gain de temps il est énorme. Parce qu'entre le moment où on pense la ligne, on commence à faire les premiers essais sur la ligne, on s'aperçoit qu'il faut une cale ou qu'il faut quelque chose à tel endroit, on la dessine, on l'imprime et puis on la met en place et puis ça fait le job, c'est parfait. Si ça le fait pas, on va la modifier et ça le fera au deuxième essai et puis voilà. Donc on est vraiment sur on l'utilise vraiment dans ce sens, quoi, quelque chose qui permet de refaire si besoin et facilement.
avec des coûts très maîtrisés, très Ouais, mais raisonnables. c'est ça qui est intéressant dans ton retour d'expérience, c'est vraiment que là, on sent que l'imprimante 3D a vraiment trouvé sa place. Et c'est chouette de voir des entreprises comme ça. C'est super intéressant de voir des entreprises comme ça qui justement vont venir utiliser cet outil et vraiment en utiliser le maximum du potentiel pour justement aller chercher plein d'applications différentes. Le temps passe un petit peu vite, on a un petit peu dépassé. Je vais te poser une dernière question pour conclure. Savoir si tu avais un conseil à prodiguer à nos auditeurs, aux entreprises qui se poseraient la question par rapport à l'imprimante 3D. Comment mettre le pied dans la technologie, qu'est-ce que tu pourrais toi, leur conseiller avec ton expérience? Pour moi, c'est de pas hésiter à faire, à tester, à se lancer. On a une idée, on la dessine, on lance l'impression, et voilà, quoi. C'est vraiment un accélérateur qui permet de pas se poser de questions et qui permet de se tromper, en fait. Entre guillemets, c'est ça, quoi. J'ai eu cette idée, j'essaye. Ça a marché, c'est super. Ça a pas marché, c'est pas grave. Ça m'a coûté quelques euros de filament. C'est le risque, il est quasi zéro, quoi. C'est ça, on a le droit à l'erreur, comme on s'amène souvent à dire en impression 3D, ça donne le droit à l'erreur parce qu'on est capable de quantifier le coût de l'erreur. Et comme dirait l'autre, ça n'a pas de prix. Exactement. Bon, écoute Benoît, je te remercie pour d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir répondu à ces questions. C'était super intéressant d'avoir ta vision de l'utilisation de l'imprimante 3D chez Aqualux. Je te remercie et puis je te dis à bientôt. Ouais, merci, à bientôt, en espérant que ça puisse déclencher des envies de 3D ou des vocations, qui sait. Probablement. Voilà.